Alors, l'utilisation des plantes pour décontaminer ou détoxifier un milieu, en fait, cette technologie porte un nom qu'on appelle la phytoremédiation, également phytorestauration, phytotechnologie. Tout ça, ce sont des termes équivalents pour décrire l'utilisation des plantes pour décontaminer, détoxifier un milieu. Nous, on travaille en collaboration avec la société Phytorestore qui a développé un procédé qui s'appelle les jardins filtrants et on travaille avec eux pour améliorer ces procédés. La complexité de la bioferme, c'est qu'on va traiter à peu près 40 types de déchets, donc des matrices très diversifiées. Donc là, humblement, on a découvert des tas de matrices de produits, de déchets pollués qui sont extrêmement variables. Donc ça va de la fosse septique, donc des produits qu'on extrait des fosses, je dirais, individuelles, d'habitat individuel en milieu rural, mais en fait, 80% de l'activité de la bioferme, ce sont quand même des boues industriels. Donc, avec des compositions extrêmement variées. Le principe qu'on met en place dans la bioferme qu'on a réalisé à Montereau, c'est vraiment la pure application des résultats scientifiques des travaux qu'on a réalisés avec le CNRS et avec l'équipe d'Alain Monceau du LGIT. Donc après, alors, comment s'opère la dépollution? D'abord, nous, ce qui nous intéresse dans une plante, c'est ce qu'on appelle la rhizosphère. Donc c'est, je dirais, c'est le domaine des racines. Donc la rhizosphère, le sens littéral du terme, c'est le sol sous influence des racines. Bon, pour nous, c'est cette partie de la plante qui est la partie la plus importante. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est le vrai chimiste de la transformation des pollutions. Ouais, c'est grâce à ces rhizomes en fait que tout se passe. Parce que ces rhizomes viennent s'accrocher en symbiose des bactéries et c'est là où tout le travail se fait en fait. Par exemple, ici, on voit qu'autour des racines, eh bien, il existe une sorte de manchon qui va être sous l'influence de l'activité racinaire. Mais dans un grand nombre de cas, les plantes sont mycorhizées par des champignons filamenteux, les mycorhizes. Et dans ce cas-là, ça a pour effet d'augmenter considérablement la zone d'échange. Et donc ça, le volume peut être tout à fait considérable, augmenté de plusieurs milliers de fois. Maintenant, quels sont les mécanismes sous-jacents qui existent et qu'on va chercher à exacerber? Alors, on va surtout s'intéresser à l'excrétion, à l'exsudation par les plantes. Excrétion de protons qui va diminuer le pH et d'exsudation de molécules qui peuvent être des acides organiques, des enzymes, des acides aminés, des sucres, des antibiotiques, surtout les champignons vont faire ça. Alors, ces exudats, ces excrétas vont avoir la propriété de mobiliser les métaux lourds. Alors, une fois qu'ils sont fixés, on va chercher à éliminer les métaux par la phase liquide et on va chercher à mettre en solution, à transporter ces complexes organométalliques. Donc chimiquement, ce qui se passe, c'est que les bactéries vont utiliser en fait les polluants, les dégrader, et tout ce qui est métaux lourds est percolé au sein du casier et va être récupéré dans un fil de piégeage plus loin, enfin sur le site, qui va nous permettre en fait d'accumuler les métaux. Donc au fur et à mesure, on accumule, on concentre en fait le polluant dans ces filtres.
Et après, effectivement, on aura un travail à faire d'évacuation du filtre dans incinération ou dans un traitement spécifique. Mais en tout cas, là, on a vraiment concentré la pollution, en tout cas pour les métaux, dans ces filtres de piégeage. Le cœur des procédés de dépollution qu'on développe grâce aux plantes, c'est le filtre de piégeage. Voilà. Alors, dans le filtre de piégeage, c'est là où on a les mécanismes, j'ai envie de dire, les plus complexes. Le filtre de piégeage qu'on a mis en place dans la bioferme, en fait, c'est une tourbe. Alors, on étudie 2 types de tourbes qui sont de très très bons pièges pour les métaux. La tourbe de Carex et la tourbe de Sveigne, qui ne vont pas piéger les métaux de la même façon. La tourbe de Carex possède 3 fois plus de soufre réduit que la tourbe de Sveigne. Et si on veut dépolluer un sol qui contient du mercure, eh bien, on va utiliser la tourbe de Carex parce que le mercure a tout simplement une très forte affinité pour le soufre réduit. Donc, elle sera beaucoup plus efficace. En revanche, si on veut dépolluer des sols qui contiennent plutôt des métaux de type cuivre, zinc ou plomb, eh bien, on utilisera plutôt une tourbe de Sveigne plus efficace pour fixer ce type de métaux. Donc aujourd'hui, à la bioferme, on s'aperçoit que même si on peut avoir des déchets avec une forte concentration de cuivre et de zinc, après le passage dans les filtres de piégeage, on abat de 98%, j'ai envie de dire 99%, le taux de concentration du cuivre. Bon, ça, ou du zinc, ou d'autres éléments, on s'aperçoit que ça marche très bien. Donc, les études qu'on avait faites avec le CNRS nous validaient qu'il fallait utiliser différentes tourbes. Et en fait, on a utilisé cette recherche scientifique sur la caractérisation d'une tourbe pour passer à une autre notion que nous, on appelle le filtre organique. En fait, le filtre organique, on n'a pas besoin de reprendre des tourbes, de tourbières. En fait, on a besoin de retrouver des matériaux organiques qui ont une certaine composition, en termes de lignine, de cellulose, de fine, de ce qu'on appelle de cendre, dans le terme de tourbe. Et on a vu que si on reprenait notamment ces éléments, notamment le taux de lignine, si on trouvait une matière, par exemple, de compost végétal très riche en lignine, on retrouvait les effets de la tourbe. Donc, aujourd'hui, la bioferme nous permet non seulement de traiter des déchets organiques pour les transformer en compost, mais cette matière transformée en compost, ce sont les futurs filtres organiques qu'on est en train de construire chez des clients industriels. C'est une phalaris qu'on a prélevée dans son milieu naturel, c'est-à-dire avec le sol vraiment du bassin de rétention. On l'a ramenée au laboratoire et là, je suis en train de la nettoyer donc pour séparer les racines primaires, les racines secondaires et tertiaires, donc qu'on peut différencier par leur taille. Ensuite, ces racines nettoyées seront congelées le plus rapidement possible, de manière à pouvoir conserver la distribution des métaux ainsi que leur forme chimique dans les racines. Nous sommes dans une cabine expérimentale qui permet l'analyse avec des rayonnements X de la matière. Le rayonnement X est conduit jusqu'à un élément optique qui fonctionne à la manière d'une grosse lentille et qui permet de focaliser le rayonnement à la taille de quelques microns, à peu près 1/10 de la taille d'un cheveu. Le signal qui va être enregistré va permettre de faire une image de la racine avec la répartition des différents éléments comme le cuivre, le zinc, le mercure au sein des tissus de la plante. Alors voici ce que ça donne, voici un scanner de racines.
Ici, on voit une racine secondaire qui se différencie à partir du cylindre central ici de la racine primaire. Donc ensuite, bien sûr, c'est à ce niveau-là que l'on cherchera à comprendre comment les métaux lourds, le mercure, le cuivre, le zinc, le plomb, migrent depuis la zone à traiter vers la plante. Et on voit qu'il est présent à 3 endroits. Un endroit qui est plutôt sur le pourtour, à contact du sol, l'épiderme. Donc deuxième endoderme, au centre. Et puis, enfin, en troisième, en forte concentration, on voit un canal. Ce canal-là transporte la sève brute vers les feuilles. On voit l'emplacement du cuivre de manière importante dans ce canal-là. Donc cela nous montre que le cuivre va vers les feuilles. On voit ici que la plante n'a visiblement pas développé de mécanisme particulier pour piéger le cuivre dans ses racines. La raison est simplement qu'à cette teneur-là, le cuivre n'est pas toxique, mais est un micronutrient. On verra juste après un exemple de cas où le cuivre est à des telles teneurs que la plante, elle, va résister à la contamination par le cuivre. Alors, la distribution des métaux lourds ici est totalement différente du cas précédent. Donc les teneurs sont élevées cette fois-ci. Et on voit que la distribution du cuivre, ici le cuivre toujours en vert, il n'est plus du tout entré dans les racines. Vous voyez ici une coupe transversale de racines, ici une coupe longitudinale. Vous voyez le cuivre est toujours en vert et vous voyez il est situé le long de filaments. En fait, quand on regarde en microscopie optique, on s'aperçoit que ce sont des filaments fongiques, de champignons. Et bien, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que le cuivre est mobilisé du sol contaminé, qui est ici, qui est un espace noir ici, et va être bioaccumulé par ces filaments et bioprécipité. Vous voyez, ces filaments sont très riches en cuivre. Donc le cuivre est toujours là, mais il est détoxifié. Nous nous trouvons ici, donc au bord de la lagune, qui est donc le fin de traitement du site. Nous réalisons ici des prélèvements pour suivre en fait la qualité de nos eaux de rejet. Les paramètres que nous étudions sont les métaux, mais également l'azote et le phosphore, où nous avons en fait des valeurs limites à respecter pour le rejet en milieu naturel. Il faut savoir que dans ce centre, on fonctionne donc en circuit fermé, donc il y a très peu de rejet dans le milieu naturel, mais nous préférons quand même vérifier la qualité de notre eau. Lorsqu'on va traiter par un filtre planté à la place d'une solution physico-chimique ou je dirais de boue activée, ça restera quand même un coût d'investissement important. Parce qu'il faut un certain nombre de surfaces, on va faire des surfaces étanches, il faut une tuyauterie, il faut un certain nombre d'équipements. En revanche, l'économie d'une solution végétale, c'est dans le coût de fonctionnement. Là, c'est réel. C'est-à-dire, au lieu de dépenser 100 000 € de coût de fonctionnement pour une station de 3 000 équivalents habitants, ils vont dépenser 10 000 ou 15 000 €. Donc là, ce sont des procédés extrêmement performants et pertinents, je dirais, pour des pays en voie de développement. Mais finalement, ce qui est très performant, je dirais, pour ces pays en voie de développement, le sont pour l'Europe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un problème aussi de coût de la vie collective et des services publics. Aujourd'hui, en Europe, on a mis en place un système de traitement des déchets de l'eau usée qui n'est pas exportable. Il y a une grande crise au niveau des grands groupes, des grands leaders qui réalisent qu'aujourd'hui, le modèle français de 3 € le mètre cube de traitement d'eau usée n'est pas exportable en Amérique du Sud et n'est pas exportable non plus en Chine. C'est extrêmement excessif ce prix. Et pire, dans les déchets, par exemple les boues organiques, les sols contaminés, on est à 300 € la tonne. C'est quand même, là, il faut se poser des questions. Quand nous, on intervient au Brésil, on fait des projets
qui doivent tenir entre 1 et 2 euros la tonne. Donc je pense qu'il y aura une révolution. Alors, est-ce que ça prendra 20 ans, 50 ans? Je pense que lorsqu'on devra réfléchir aux nouvelles stations d'épuration, aux nouvelles solutions de traitement des déchets ou des sites et sols contaminés, il faudra bien que dans 4 ou 5 ans, l'Europe accepte de redevenir performante. Et ça, je suis extrêmement optimiste dans le sens où je pense que ce débat économique nous aidera vraiment à développer ces solutions de phytorémédiation et de phytorestauration.